À 1200 km du Mexique, une île française inhabitée, Clipperton, défie les vagues du Pacifique. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. Clipperton est le domaine du Gecarcinus planatus, un véritable mystère. Un crabe terrestre, perdu en plein milieu d'un océan, sur un atoll semi-désertique. Un animal apparemment sans prédateur, tellement sa robe est voyante. Jean-Marie Bouchard, docteur en biologie, est spécialiste des crustacés. Le dictionnaire les définit comme des animaux recouverts d'une carapace dure. Celui qui les étudie s'appelle un carcinologue. Clipperton est un fabuleux terrain d'investigation. Là, je suis en train de tout simplement de compter les crabes. Donc j'ai délimité un périmètre, et dans ce périmètre, je cherche tous les animaux qui sont présents. Alors il y a des animaux que j'attrape immédiatement, parce qu'ils sont à la surface, et il y en a d'autres qui sont bien cachés dans leur terrier. Alors même si ces terriers, on a l'impression que je les détruis aujourd'hui, et bien demain ils les reconstruiront. Alors, on reconnaît très facilement les mâles des femelles grâce à la forme de l'abdomen. L'abdomen est bien triangulaire, donc il s'agit d'un mâle. Les plus gros animaux ici, les plus gros crabes ici sont des mâles. Contrairement au mâle qui a l'abdomen triangulaire, cette femelle a son abdomen qui est arrondi et qui prend l'ensemble de la surface du sternum. Ici, à l'ombre des palmes, le carcinologue recense 170 individus sur une surface de 100 mètres carrés. Il les déniche parfois à plus de 30 cm de profondeur. S'il y a autant de crabes sur le reste des 2 km² de l'île, alors Clipperton est habité par des centaines de milliers d'individus. Le Gecarcinus planatus règne en maître sur les terres de l'atoll corallien. Mais les biologistes s'attendent aussi à trouver de nombreuses autres espèces de crustacés vivant le long des pentes immergées du récif. Les crustacés sont au milieu marin ce que les insectes sont au milieu terrestre. Le nombre des genres, espèces, familles donne le tournis. Décapodes, stomatopodes. Leur prélèvement à Clipperton demande de la méthode. Brossage et suceuse. Les scientifiques prospectent entre 0 et 60 mètres de profondeur dans un milieu marin qui souffre régulièrement des cyclones. Le corail est cassé par les lames de fond et la vie peine à s'installer. L'équipe des carcinologues de l'expédition entend comparer la biodiversité de Clipperton avec celle des autres îles volcaniques non coralliennes du Pacifique Est, comme les Galapagos, Coco ou Malpelo. Au laboratoire de campagne, l'équipe établit un premier bilan. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais chaque espèce présente un grand nombre d'individus. Pour l'ensemble des îles océaniques du Pacifique Ouest déjà étudiées les années précédentes,
488 espèces de crustacés ont été répertoriées. Ici, à Clipperton, les biologistes en dénombrent seulement 61. Les espèces endémiques, à savoir uniques et propres à l'île, ne représentent que 6% de ce décompte. L'une des espèces découvertes est ce Bernard l'ermite aux pattes oranges. L'équipe va rapporter plus de 1000 flacons d'échantillons divers pour analyse en laboratoire. Beaucoup de spécimens enrichiront les collections du muséum, une référence consultable par les scientifiques du monde entier. Tu sais, c'est en petit, ça se verra pas beaucoup que c'est flou. Elsa, la femme de Jean-Louis Étienne, mène une mission pédagogique. Elle collecte des informations auprès des scientifiques pour l'écriture d'un journal de bord destiné aux écoles primaires, dont le héros est un crabe surnommé Basile. Pour se protéger, lors des heures les plus chaudes de la journée, certains crabes se creusent un abri provisoire. Une tâche qui demande plus de 15 minutes pour dégager un bon kilo de sable. Il est souvent tentant de squatter un trou déjà fait. À Clipperton, les crabes vivent dans 12 environnements différents. Cocoteraies, plages, terrasses de sédiments. Les carcinologues doivent tous les étudier. Le comptage a lieu entre 10h30 et 17h, quand la majorité des crabes, fuyant la chaleur, sont dans leur terrier. Le Planatus s'est bien adapté à l'île, cohabitant tant bien que mal avec les 120 000 fous masqués et leurs becs acérés. Le carcinologue marque une centaine de crabes dont il va suivre le comportement jour après jour. Les marques au feutre disparaîtront lors de la mue annuelle. Une vingtaine de crabes va être emmenée au muséum, placée dans un environnement reconstitué pour compléter les observations en dehors de la période de l'expédition. Mais le Planatus semble aujourd'hui en danger. Les scientifiques des expéditions passées en comptaient plus de 10 millions. Mais après quelques semaines, Jean-Marie Bouchard estime aujourd'hui leur nombre à 1 seul million. Une diminution significative. Jean-Louis Étienne aborde le problème lors d'une visioconférence. Nous avons ici à l'heure actuelle Robert Pittman, qui est un biologiste américain. Il nous a raconté que la première fois qu'il était venu, il y a une vingtaine d'années, il y avait des crabes en abondance, alors que maintenant il trouve qu'on vit beaucoup plus tranquillement. Bon, il est évident qu'à chaque repas ou chaque fois qu'on reste assis ou immobile, les animaux, les crabes viennent sur vos pieds. Mais il dit qu'il y a une vingtaine d'années, c'était le soir, le sol était rouge de crabes. Et c'est ce que décrivaient aussi les militaires des années 66. Donc le crabe est en recul sur cette île. Et pourquoi le crabe est-il en recul? Il n'y a pas beaucoup d'explications. Ce que l'on peut dire peut-être, c'est que le rat s'est développé et on a vu dans les tanières de rats que les rats mangeaient beaucoup de petits crabes. Alors peut-être est-ce que ce sont les rats qui sont à l'origine de cette diminution du nombre de crabes, on ne le sait pas. Les scientifiques Michel Pascal et Olivier Lorvellec ont pour mission d'éradiquer les rats. Et voilà notre cher petit bouffeur de crabes. Il n'y a aucun oiseau ici capable de faire ça. C'est peut-être lui qui a tué tous les crabes qui sont là. Ces rongeurs, arrivés par accident, perturbent l'équilibre de l'île. La tâche de Michel et Olivier, surnommés Ratator, est délicate. L'espèce semble avoir proliféré bien plus que prévu. Une éradication ratée est pire que tout. Les quelques rats qui restent sont en général les plus malins. Dans le même temps, les proies, libérées de la pression des prédateurs, prolifèrent rapidement et deviennent un formidable réservoir de nourriture pour les nouvelles générations de rats. À terme, les rats bien nourris se développent à nouveau de façon spectaculaire. Ils doublent leur nombre par rapport à la colonie de départ, venant perturber de nouveau l'écosystème qu'ils ont colonisé. L'accroissement soudain de leur population risque surtout de faire disparaître les espèces que l'on voulait protéger. La moyenne remonte 27. Les rats
ont été vraisemblablement introduits sur l'île en 1998. Ils étaient les passagers clandestins d'un bateau malmené par une tempête et qui s'est échoué sur une des plages. Maigre consolation, l'épave est désormais colonisée par d'autres crabes, les Grapsus grapsus. L'homme a introduit les rats dans plus de 80% des îles du monde. Le rongeur a suivi nos pas et, comme nous, colonise la planète entière. De la même façon, malheureusement, de nombreuses espèces végétales et animales nous suivent. Ces mouvements que nous provoquons ont aujourd'hui autant d'impact sur la nature que le réchauffement climatique. La mer a aussi permis la colonisation de l'île par les crabes. Leurs larves sont arrivées à Clipperton grâce aux courants océaniques, voyageant à bord de radeaux de verdure, de troncs flottants arrachés au continent lors de violentes tempêtes. L'espérance de vie de ces larves, de 10 à 18 jours, confirme qu'elles ont pu venir à bord d'arbres morts, par exemple, en provenance d'autres archipels du Pacifique Est et des côtes mexicaines, où vivent de très proches cousins du Planatus. Une fois arrivés sur l'île, les larves se sont développées. Les crabes ont bénéficié de l'humidité des galeries souterraines. Cette humidité est une condition essentielle au fonctionnement de leur système respiratoire, les branchies dont sont munies toutes les espèces de crabes, marines ou terrestres. Pour rester hydratés, les Planatus fuient la chaleur de midi. Mais les places à l'ombre sont chères le long du lagon, leur seul point d'eau douce. Jean-Marie Bouchard place des capteurs d'humidité. L'anneau de corail agit comme une immense éponge dont les crabes tirent le maximum de fraîcheur en collant leur ventre sur le sol. Avec Jean Pratt, le responsable des opérations logistiques, Michel et Olivier, Eratator, poursuivent leur campagne d'extermination. Ils embarquent une 50aine de pièges à rats. Leur destination, les minuscules îlots qui se trouvent au centre du lagon fermé. Ils veulent savoir si les rongeurs ont trouvé le moyen de les atteindre. Ouh là là, si on arrive à mettre 15 pièges là-dessus, on va faire le tour pour les mettre le zodiac sous le vent. sous le vent, ouais. On va quand même mettre des pièges. Ce qui est embêtant, c'est qu'on risque d'attraper les poules d'eau dans les pièges. Ah oui. S'il y a des nids de foulques et de poules d'eau comme ça, c'est qu'il n'y a probablement pas de rats sur l'île. Donc on rembarque tout et on va mettre... Et on met les 50 pièges là-bas. Comme ça. Moi, je vais essayer de faire le chevalier. L'absence des rats sur les îlots a permis aux petits oiseaux, chevaliers, sternes, noddies, foulques, de s'y reproduire. Sur la bande de terre principale, les fous, avec leurs becs acérés, sont les seuls volatiles à pouvoir se protéger du rat et du crabe. La question de l'éradication du rat se pose toujours. Le choix est cornélien. Si le rat est éradiqué, la population de crabes explosera à nouveau. Cela mettra en danger la végétation déjà clairsemée des cocoteraies et des rivages du lagon. L'expédition a noté que cette flore était aujourd'hui un peu plus vivace qu'à l'époque où l'île comptait 10 millions de crabes. Si, par contre, le rat se développe, le nombre de crabes diminuera et la végétation aura alors une chance de prendre de l'ampleur. Les crabes raffolent des najas, les algues filiformes dont ils vont chercher les jeunes pousses le temps d'une courte immersion. Les carcinologues ont observé que la majeure partie des explorations des Planatus ne dépassait pas les 30 mètres, peut-être par peur de ne pas retrouver leur galerie. Il y a donc les crabes du lagon, les crabes des palmeraies et les crabes du littoral. Ainsi, faute de végétation,
les crabes végétalistes de Clipperton se sont adaptés. Ils sont devenus omnivores. Pour subsister dans un périmètre réduit, le Planatus a élargi son spectre alimentaire aux cadavres de murènes, aux dépouilles des oiseaux, à leur régurgitation et aux œufs. Sous sa séduisante carapace orange, le débonnaire végétarien est devenu aujourd'hui un charognard opportuniste. Mais son mets préféré reste les palmes du cocotier qu'il décortique avec dextérité. Toutes les espèces botaniques de Clipperton font l'objet d'un recensement précis de la part du logisticien Gérard Guérin et d'un scientifique du Muséum de Paris, Alain Coutet. Il mesure un cocotier. C'est une idée de Gérard, mais c'est une idée géniale. C'est le tire-bouchon spécial coconut. Pas perturber l'artiste en plein effort. On déposera avec ça le tuyomètre. Un cocotier. Là, ce que je fais, j'essaie d'avoir une dimension de l'arbre le plus grand pour donner les informations aux collègues qui vont ensuite analyser les photos qu'on va leur rapporter. Après, il faudra faire un petit calcul d'erreur. Pousse-le avec l'échelle déjà. Ça monte plus. Ça monte pas grand-chose. Hein. Ça fait pas le con. Hein. Ce cocotier ferait 14 mètres. À 2 mètres près, c'est bon. Hein. Tu mesures en bas? En cuisine, Pascal Salin mène une lutte de tous les instants contre ceux qui l'assiègent pour piller les provisions du camp. Donc là, nous avons les deux principaux prédateurs et fournisseurs de dégâts des matières premières, à savoir le crabe de Clipperton et le rat de la même île. Ils sont aujourd'hui tous les deux ensemble, mais à chaque fois que j'en ai deux ensemble, eh ben, il y en a un des deux qui meurt. C'est pas toujours le même. La dernière fois c'était le rat, aujourd'hui c'est le crabe. Donc affaire à suivre. L'œuf sur lequel ce crabe veille jalousement ne vient pas de la cuisine, mais du nid d'un fou masqué. C'est un mets très rare, car les fous tiennent généralement éloignés les blindés oranges à grands coups de bec. Les crabes ont le champ libre lorsqu'il n'y a plus de relève entre mâles et femelles, quand le nid est laissé sans surveillance. Ces cocotiers épargnés par les crabes ont été plantés par l'homme au début du XXe siècle, à l'inverse d'autres graminées apportées par le vent et les courants. La récente baisse du nombre de Planatus a permis à la végétation de prendre un peu d'ampleur. Au sol, Alain Coutet poursuit l'inventaire. L'hypomée, de la famille des liserons, permet au crabe de profiter de l'hygrométrie importante procurée par son enchevêtrement racinaire et ses larges feuilles. Ce nouveau tapis de verdure est en sursis. Si le rat est éradiqué, il faut être conscient que la population de crabes augmenterait et toutes les plantes seraient mangées. La végétation est soumise à des conditions difficiles. Les embruns salés balaient régulièrement la côte et brûlent toutes les jeunes pousses. S'ajoutent à cela les cyclones qui anéantissent chaque année tous les efforts des bataillons de chlorophylle. Alain Coutet traque la flore jusqu'au cœur du rocher, où l'humidité permet à quelques algues microscopiques de se développer. De l'autre côté du piton rocheux, Jean-Marie Bouchard poursuit ses études sur le Planatus. Quelques crabes vivent dans les hauteurs, cachés dans les failles, se nourrissant de fientes d'oiseaux, de cadavres de cafards, de lézards ou de geckos. Mais la plupart restent au sol, à proximité du lagon. Car les crabes sont inféodés à l'eau. Ils ont besoin d'hydrater leurs branchies. Ils ont également besoin des sels minéraux pour consolider leur carapace.
Ici, le sol est plus dur à creuser pour les crabes. La nourriture y est aussi plus rare. Comme dans beaucoup d'autres endroits déserts de l'île, les territoires sont l'objet d'âpres combats. Les combats ne sont pas seulement des parades d'intimidation. Les décapodes orange fluo en sortent souvent mutilés. Cet animal-là a perdu 2 pattes. Les deux dernières pattes arrière à gauche, et on voit très bien les bourgeons des pattes qui sont en train de repousser. Donc c'est des animaux qui sont capables de perdre un membre volontairement, qui se sectionnent au niveau de leur hanche, et pour échapper à un prédateur, c'est-à-dire qu'ils laissent le membre au prédateur, qui généralement sont contentes, et ça permet à l'animal de s'échapper. C'est comme si on perdait un bras, ça serait quand même bien qu'il puisse repousser aussi. L'armure orange n'est pas à toute épreuve. Ce Planatus s'est luxé une pince dans un corps à corps. Il est capable de s'amputer lui-même pour permettre la repousse d'un nouvel appendice. Les crabes n'arrivent pas toujours à se débarrasser de leur pince déficiente et la traînent pendant des jours. Lorsqu'enfin ils y parviennent, la cassure est nette, sans lambeaux de chair, comme si les crabes n'étaient qu'un montage de pièces détachées. Seuls les nerfs de la pince abandonnée lui donnent encore un peu de vie. Un autre carcinologue, Joseph Poupin, assiste Jean-Marie Bouchard pour décrypter les méandres et les labyrinthes de Crabopolis, la ville souterraine des Planatus. Pour comprendre quelle forme ont les galeries, ils y coulent de la résine d'époxy. Suivant la granulométrie du terrain, les tunnels pourraient s'enfoncer plus ou moins profond dans le sol. L'endroit choisi est l'un des plus tendres, a priori le plus propice à des réseaux complexes. Regarde, ils ressortent là-bas, c'est passé de l'autre côté, regarde Jean-Marie. Jean-Marie Bouchard prépare 15 crabes pour les présenter au public au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Un savoir-faire hérité d'un temps où l'esthétique était importante. Aujourd'hui, les collections sont destinées aux chercheurs et c'est l'ADN qui est sur le devant de la scène. On les conserve donc plus banalement dans des bocaux d'alcool. Roger Swenston, un Australien, peintre naturaliste de l'expédition, accompagne les scientifiques pour croquer le bestiaire de l'île. Il profite de l'immobilité des crabes statufiés par Jean-Marie. Pour réaliser un dessin d'une extrême précision et reproduire fidèlement les caractéristiques de l'espèce, Roger observe plusieurs spécimens de Planatus. Toutes les espèces de crabes trouvées sur l'île sont également naturalisées. « 24 heures après avoir coulé la résine, Joseph Poupin démoule l'empreinte de la galerie. Donc ce qu'on voit essentiellement, c'est la profondeur du terrier qui est assez faible, la largeur des galeries, quand même assez large, pas très haute, et puis un réseau varié à partir de l'entrée principale. La possibilité de déboucher sur plusieurs galeries à partir d'une entrée de terrier. Voilà. Cette partie de l'île, un mélange de sable, de poudre de corail et de guano, est un véritable gruyère. Joseph Poupin et Jean-Marie ont compté 113 orifices sur 100 mètres carrés. Les Gecarcinus planatus de Clipperton sont immortalisés, mais ces crabes sont toujours en danger. Finalement, l'opération d'éradication des rats a été suspendue. Ils pullulent. Les 1000 pièges amenés ne suffisent pas et il faudra revenir pour une opération encore plus importante. Jean-Louis Etienne souhaite installer une base scientifique sur Clipperton. Cet atoll est un lieu privilégié pour expérimenter par quels moyens un écosystème perturbé par l'homme peut retrouver un équilibre naturel.
une initiative qui pourrait faire de Clipperton une île modèle en matière de protection de l'environnement.